Bonjour. Bonjour, vous partez bientôt en vacances et vous vous demandez quand vous allez obtenir votre passeport Covid. Eh bien, cela dépend des cantons et des lieux de vaccination. Certains le donnent tout de suite, d'autres font encore patienter. Les frontaliers et les travailleurs de l'Union européenne ont été plus essentiels que jamais lors de la pandémie. C'est ce que plaide le SECO ce matin. Il insiste sur l'importance de la libre circulation. Des centaines de personnes qui appellent les secours au même moment. C'est arrivé dans plusieurs cantons à cause des intempéries, mais certains citoyens n'ont jamais eu de réponse. Nous avons cherché à savoir comment s'organisent les autorités dans ce genre de situation. Et si les orages des derniers jours n'ont pas fait de victimes en Suisse, ils en ont fait à l'étranger. Une puissante tornade a fait 3 morts et une centaine de blessés hier en République tchèque. Comment organiser un concert en temps de pandémie? Réponse dans notre podcast du vendredi. Le Point J a rencontré le directeur artistique d'un grand festival roman. Le soleil sera de retour cet après-midi jusqu'à 25 degrés. C'est un sésame que beaucoup attendent impatiemment. Le passeport Covid existe en Suisse depuis 2 semaines et depuis lundi, vous pouvez même le recevoir en main propre directement après votre injection. Mais si la plupart des centres de vaccination de Suisse romande le donnent directement, ce n'est pas encore le cas de tous les lieux. Anouk Pernet, vous avez fait le tour des cantons romands. Où peut-on recevoir son certificat tout de suite et surtout, où doit-on encore attendre? Alors vous l'avez dit Nadine, si vous avez rendez-vous dans un centre de vaccination, les certificats sont remis sur place depuis lundi ou vendredi dernier, ça dépend des cantons. C'est donc valable si vous recevez votre dernière dose à partir de cette semaine dans une de ces grosses structures dédiées à la vaccination. Par contre, si votre injection est prévue dans un cabinet médical, une pharmacie ou un hôpital, vous ne repartirez pas forcément avec votre passeport Covid en main. Et comme souvent Anouk, cela dépend des cantons. Et oui, et dans le canton de Fribourg, par exemple, les médecins et pharmaciens remettent le document en main propre depuis cette semaine, mais certains ont été retardés par des problèmes informatiques qui devraient être réglés dans les prochains jours. En Valais, ces structures pourront remettre les certificats sur place dès lundi prochain, mais tous ne seront pas prêts car c'est chaque structure qui s'occupe de la mise en œuvre. La moitié des pharmaciens et médecins est opérationnelle selon le service de la santé publique valaisan. Et dans le canton du Jura, cabinets, pharmacies et hôpitaux ne délivrent pas encore de documents sur place. Bon alors, comment faire pour l'obtenir? Eh bien, il faut attendre, s'armer de patience. Votre certificat vous parviendra par SMS ou courrier, tout comme pour les personnes vaccinées avant le 21 juin. Dans les cantons de Vaud et Neuchâtel notamment, on assure que le SMS est envoyé quelques heures seulement après l'injection. Enfin, si votre certificat se fait attendre, vous pouvez toujours contacter votre canton via un formulaire en ligne sur le site web ou via une hotline. Certains certificats ont pu être retardés, par exemple en cas d'erreur dans l'inscription du numéro de téléphone ou de problèmes de réseau lors de l'envoi des SMS. Vos précisions, Anouk Pernet. La libre circulation des personnes a été plus essentielle que jamais lors de la crise sanitaire de l'an dernier. C'est le message délivré ce matin à Berne par le secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Frédéric Mamaïs, l'emploi et notre système de santé ont été touchés, mais ils ont résisté. Oui, durant la crise du Covid, la prise de conscience de notre dépendance à la main-d'œuvre étrangère s'est accentuée, affirme le SECO, dans son 17e rapport de l'Observatoire sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE. La Suisse a pu résister à une forte hausse du chômage grâce aux réductions d'horaires de travail, évidemment, mais aussi grâce à ce rôle de régulateur que représente le recrutement de résidents de courte durée en période de ralentissement. Les travailleurs étrangers, souligne le SECO, sont les plus touchés par les effets de la crise sanitaire. À l'arrivée, la Suisse affiche un taux de chômage de 3,1% l'an dernier, 4,8% au sens du BIT. Frédéric, cela ressemble fort à un plaidoyer du SECO en faveur de la libre circulation. Bien sûr, depuis son entrée en vigueur il y a 19 ans, l'accord sur la libre circulation est présenté comme un moteur de croissance pour la Suisse, même si cet argument est fortement contesté par l'UDC et certains économistes. Le SECO rappelle que la libre circulation des personnes a été déterminante pour répondre à la demande de main-d'œuvre en forte croissance dans la santé depuis 10 ans. Sur plus d'un demi-million de personnes qui travaillent dans la santé en Suisse, 22% sont des ressortissants européens, un tiers des médecins spécialistes et presque autant de généralistes sont issus de l'Union.
Pas de sous-enchères salariales constatées et de recrutement à l'étranger qui sont considérés comme complémentaires et adaptés à la demande. Oui, le Covid l'aurait démontré une fois de plus, la Suisse a besoin de la libre circulation. Frédéric, merci. Vous êtes de plus en plus à utiliser les transports publics. Pourtant, leur poids sur l'ensemble du trafic stagne depuis plusieurs années. Delphine Gendre, l'Union des transports publics dévoile aujourd'hui une étude pour voir comment améliorer durablement la répartition au profit des transports en commun. Oui, quelques chiffres. D'abord, aujourd'hui, la part des transports publics sur l'ensemble du trafic en Suisse se situe entre 13% et 28%, selon qu'on prenne en compte le nombre de trajets effectués ou le total des distances parcourues. Alors, ces chiffres sont élevés en comparaison internationale, mais ils stagnent depuis plusieurs années. À cela, il faut ajouter la baisse du nombre de voyageurs due à la pandémie de Covid-19 qui accentue encore cette stagnation. Quelles sont alors les pistes à suivre pour augmenter le pourcentage du trafic en transport public ? Eh bien, l'étude du bureau de planification genevois CITEC a présenté 38 mesures. Parmi les mesures les plus efficaces, il y a le développement de nouvelles offres, la coordination de l'aménagement du territoire, de la planification des transports, des restrictions pour le trafic individuel motorisé et une amélioration générale de l'image des transports publics auprès du public. Alors, si elles sont coordonnées, ces mesures pourraient entraîner une augmentation importante des trajets en transport public, estime l'UTP. Les entreprises de transport doivent aussi tenir compte dans leurs offres des besoins des personnes voyageant pour leurs loisirs. Un exemple cité ce matin, celui des chemins de fer Rétic et leur initiative Bahn und Bike, le rail et le vélo dans les Grisons. Et cette question à présent, comment les secours gèrent-ils les appels lors de situations exceptionnelles ? La question se pose suite aux violents orages qui ont touché la Suisse romande ces derniers jours, tout particulièrement Cressier dans le canton de Neuchâtel ou encore le Jura bernois. Adrien Krause, il y a eu des centaines d'appels en quelques heures seulement. Oui, 500 pour la seule soirée de mardi pour ce qui est de la centrale neuchâteloise d'urgence. 4 opérateurs étaient mobilisés pour répondre avant tout aux habitants de Cressier et environ touchés par les inondations. La police cantonale bernoise, elle a été contactée environ 800 fois entre 18h et 21h30. Ça, c'était mercredi. Et pour tenter de répondre le plus efficacement à tous ces appels d'urgence, chaque région a son dispositif. Voilà comment ça se passe à Genève. Lieutenant Nicolas Milot, officier de communication du service d'incendie et de secours de la ville de Genève. Quand il y a une forte intempérie, que ce soit une intempérie soudaine ou une intempérie liée à une prévision de météo suisse, nous allons passer notre centrale d'alarme en mode intempérie, ce qui signifie que nous allons augmenter la capacité des opérateurs pour répondre aux lignes d'urgence, ouvrir le centre opérationnel avec les cadres de veille pour répondre à ces missions. En parallèle de cette montée en puissance, nous allons permuter le message d'accueil à la ligne 118 qui expliquera aux gens de rester en ligne sauf si c'est un cas d'urgence. Et à ce moment-là, ils appuieront sur le 1 et seront immédiatement dirigés vers un opérateur qui est dédié à la réponse des appels urgents. Et le but, c'est que l'attente éventuelle qui pourrait résulter de ces surcharges d'appels, et bien que cette attente soit la plus courte possible, évidemment, des services de secours qui sont sur le qui-vive, alors que de nouveaux épisodes orageux ne sont pas exclus ces prochains jours. Et en attendant, si les orages de ces derniers jours ont causé d'importants dégâts en Suisse, ils n'ont pas fait de victimes. Tout le contraire de ce qui s'est passé hier en République tchèque. Une tornade a fait 3 morts et plus d'une centaine de blessés. Les vents ont atteint plus de 300 km/h. Il s'agit d'une des plus puissantes tornades jamais enregistrées en Europe centrale. Écoutez les précisions d'Alexis Rosenzweig. Un vent d'une extrême violence, des images inhabituelles ici de tornades dévastatrices tournées au téléphone portable dans la soirée de jeudi dans le sud-est de la République tchèque, tout près des frontières autrichiennes et slovaques. Jamais l'Europe centrale n'avait connu de tornades aussi puissantes, en tout cas pas de mémoire d'homme, et le bilan provisoire pourrait encore s'alourdir au vu de l'ampleur des dégâts dans plusieurs villages de cette région viticole de Moravie. Le clocher d'une église a été littéralement arraché, tout comme des centaines de toits de maisons. Une maison de retraite a dû être évacuée en urgence et des dizaines, voire des centaines de voitures ont été retournées par la force du vent. C'est une vision d'apocalypse, indique le ministre tchèque de l'Intérieur. Vienne et Bratislava ont déjà envoyé de l'aide aux services de secours tchèques qui ont travaillé sur place toute la nuit. La Commission européenne, quant à elle, s'est déclarée ce matin prête à débloquer des fonds d'urgence.
pour venir en aide aux communes sinistrées. Alexis Rosenzweig pour RTS Info, Prague. On se rend en Hongrie, la Hongrie qui n'a que faire des critiques de l'Union européenne. Hier, les dirigeants de plusieurs pays européens ont vivement condamné le président hongrois Viktor Orban pour sa nouvelle loi qui discrimine la communauté homosexuelle et LGBT. Mais ces remontrances ont très peu d'effet en Hongrie, comme nous l'explique notre correspondante Florence Labruyère. Viktor Orban est droit dans ses bottes. C'est une loi contre la pédophilie, affirme-t-il. Effectivement, la loi qui entre en vigueur le 1er juillet renforce les sanctions contre ce crime. Mais elle dit aussi que les contenus qui représentent la sexualité ou qui font la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe ne doivent pas être accessibles aux moins de 18 ans. Si le texte est interprété à la lettre, les livres et les films où l'on trouve un personnage homosexuel seront interdits aux mineurs. De quoi scandaliser les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent un texte copié sur une loi homophobe en vigueur en Russie. La loi ne porte pas sur les homosexuels, réplique Viktor Orban. Elle vise simplement à aider les parents à faire l'éducation de leurs enfants. Et le Premier ministre se justifie en rappelant que sous le régime communiste, lui-même s'est battu pour défendre les droits des homosexuels. Florence Labruyère pour RTS Info, Budapest. En bref, la Biélorussie vient d'autoriser l'opposant politique Roman Protasevich à sortir de prison. Elle l'a placé en résidence surveillée. L'homme a fait grand bruit il y a quelques semaines lorsqu'il a été arrêté après l'atterrissage forcé d'un avion de Ryanair à Minsk. L'affaire avait suscité l'indignation de la communauté internationale. Un reportage maintenant, on se rend dans le village de Baïta en Cisjordanie où des Palestiniens manifestent depuis plus d'un mois pour perturber la construction d'une nouvelle colonie israélienne. Une quarantaine de structures ont déjà été bâties sur ce site ces dernières années et 46 familles juives y vivent. Aujourd'hui, les habitants de Baïta s'opposent à leur façon à toute nouvelle construction, mais ils font face à la violence de l'armée israélienne. Alice Froussard s'est rendue sur place. Sur place, la nuit est noire, des départs de feu un peu partout sur la colline et une lumière jaune saisissante. À Baïta, des centaines de Palestiniens, kéfiés pour se cacher le visage, brandissent des torches enflammées, grimpent sur des voitures, klaxonnent, brûlent des pneus, lancent des feux d'artifice ou des pierres, ils chantent. C'est la déstabilisation nocturne, comme ils l'appellent, pour protester contre l'avancée éclair de cette nouvelle colonie israélienne, explique un manifestant du village, la quarantaine, qui veut rester anonyme. Les colons essaient toujours de s'emparer de notre terre. Et là, ils resserrent les taux autour des habitants des 3 villages palestiniens. Nous savons ce que signifie la colonisation par ce qui se passe dans les villages voisins. Les colons qui ont établi des colonies détruisent la vie des habitants palestiniens. Alors nous, les habitants du village de Baïta, on refuse que l'on répète la même scène ici avec eux. Chaque soir et surtout chaque vendredi, jour des manifestations les plus importantes, il y a de nombreux blessés. Depuis le mois dernier, déjà 5 Palestiniens sont morts, dont 2 adolescents de 16 ans, car l'armée israélienne tire des balles réelles. Une réponse disproportionnée, continue un autre manifestant. Nous, ce qu'on fait, c'est juste brûler des pneus, allumer des lasers et des lampes de poche, chanter, crier pour que les colons ne se sentent pas du tout en sécurité, pour leur dire qu'ils doivent partir immédiatement de cet avant-poste. L'armée israélienne a aussi détruit des légumes stockés, le tout représentant des dizaines de milliers de dollars pour ses agriculteurs palestiniens. Selon le droit international, toutes les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés sont illégales. Alice Froussard pour RTS Info, Baïta. Un mot encore du dernier bilan de cet immeuble qui s'est effondré hier matin près de Miami aux États-Unis. Il est d'un mort et de 99 disparus. Les secours s'efforcent aujourd'hui encore de retrouver des survivants. 80 appartements étaient occupés au moment de cet accident dont on ignore toujours la cause. Mais les autorités indiquent que les travaux étaient en cours au moment du drame. En sport, pas de football aujourd'hui, mais du cyclisme avec le Tour de France qui commence demain à Brest. Patrick Deletreau, vous y êtes. On sait que l'avant-course est toujours intense pour tous les coureurs, mais surtout pour les plus jeunes qui découvrent que le Tour a quelque chose de plus que les autres courses. Oui, les 2 jours qui précèdent le départ sont effectivement intenses pour ces coureurs. Entre les obligations médiatiques, commerciales, les shootings, les entraînements, il faut essayer de gérer au mieux ce passage pour garder un maximum d'énergie. Et sur les 184 coureurs, 45 découvrent pour la première fois la grande boucle. Le plus jeune a 22 ans, le plus âgé 35. Et à 22 ans, justement, le Turgovien Stéphane Bisseguer, vainqueur d'étape à Paris-Nice et au Tour de Suisse, vit un rêve qu'il essaye de gérer au mieux. Ouais, c'est un peu une rêve qui vient à la réalité, mais ouais, tout ça avec la Covid et ça, c'est un peu bizarre aussi. Mais ouais, bien sûr, c'est hyper intéressant, mais aussi c'est dur. Il y a beaucoup à faire toutes les journées. Ouais, ça fatigue.
Et pour gérer cette pression, cette fatigue, les plus jeunes peuvent compter sur les anciens pour les chambrer parfois ou pour les aider, comme Mickey Cher, le Lucernois de AG2R, qui en est à son 11e Tour de France. J'adore ce rôle dans le groupe, de donner un peu mon conseil. Comme aujourd'hui, je parlais avec parapeintre Aurélia, c'est son premier tour. Je dis, tu dois être prêt chaque jour, chaque moment. Ça, c'est le tour. Ça c'est la différence entre notre course. Chaque moment, ça peut tourner la course complètement. C'est un petit conseil qu'on donne. Et il manque encore la ferveur populaire. La présentation des équipes hier manquait par la force des choses et des règles sanitaires du panache qu'elle a pu avoir à certaines reprises. Patrick Détraud, merci. Départ donc de ce Tour de France demain à Brest. Et en tennis, on apprend ce midi que Roger Federer jouera son premier match du tournoi de Wimbledon mardi prochain face à Adrian Manarino. Le Balois a jusqu'à présent toujours gagné face au joueur français classé 42e à l'ATP. En mot de culture encore avec cette mauvaise nouvelle pour le Montreux Jazz Festival. À une semaine du début, il doit annuler les concerts de 4 artistes britanniques à cause des conditions d'entrée en Suisse depuis le Royaume-Uni pour les personnes qui n'ont pas reçu les 2 doses de vaccin. Le chanteur Ragan Bonman ne pourra donc pas venir sur les rives du Léman. Plus d'informations sur le site internet du festival. Et justement, l'organisation de concerts en pleine pandémie est au cœur de notre podcast du vendredi. Jessica Vial du Point J se penche sur le casse-tête des organisations de spectacles. Elle a notamment rencontré le directeur artistique d'un grand festival. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Être debout dans la foule d'un festival, sauter sur place, danser, ça fait rêver, non? Et puis il y a aussi ça. Monter sur scène avec des formations amateurs, chanter pour un public. Bon, l'horizon il s'ouvre petit à petit, il y a des assouplissements progressifs dans les mesures sanitaires, mais un concert, ça se prévoit très à l'avance. Alors je vous laisse imaginer le casse-tête et l'ascenseur émotionnel à chaque décision du Conseil fédéral pour ceux qui organisent les événements qui sont prévus en 2021. D'ailleurs, si on se mettait quelques minutes dans leur peau, ça vous dit? C'est comment d'organiser un concert en 2021. Le Point J. Avec Jessica Vial. En tout cas, la semaine dernière, un des premiers concerts tests de Suisse a eu lieu à Berne avec le groupe Patent Oxner devant 500 personnes. Alors tout le monde était debout et à la base c'était prévu sans masque, mais l'OFSP a finalement décidé de l'imposer. C'était possible de boire quelque chose aussi sans devoir s'asseoir, à l'ancienne quoi. Alors je sais pas à quoi ressembleront exactement nos prochaines soirées. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du samedi 26 juin, le Conseil fédéral autorise les événements publics jusqu'à 10 000 personnes avec le certificat Covid, jusqu'à 1000 sans certificat mais avec un plan de protection particulier. Enfin, je vais pas entrer ici dans le détail des mesures. Mais j'ai rencontré Jean-Yves Cavin, il est directeur artistique du QI Jazz Festival. Et vous allez l'entendre, malgré la complexité administrative de mettre sur pied une manifestation qui soit Covid compatible, malgré la fatigue aussi, lui et son équipe, ils voient ça comme une mission qu'ils doivent accomplir. Bonjour Jean-Yves Cavin. Bonjour. Vous êtes en train de préparer l'édition estivale qui aura lieu du 20 au 29 août, c'est ça? Exact, oui. C'est comment d'organiser un concert en 2021? C'est très compliqué. Bon, peut-être organiser un concert, ça va. Organiser un festival en entier, avec tout ce que ça implique, c'est vraiment très très compliqué. Je tiens d'abord à dire qu'on n'organise pas un QI Jazz Festival. Donc ce sera pas la 39e édition du QI Jazz Festival. C'est un événement parallèle qui sera beaucoup plus petit que ce qu'on organise d'habitude. On parle d'un budget qui est amputé de 70 à 80%. Donc je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est qu'une coupe de 80% dans un budget. Et puis, je dirais l'enjeu le plus compliqué pour nous, c'est le fait que les règles continuent de changer toutes les semaines, puis qu'on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à quel moment. L'autre gros souci qu'on a, c'est qu'on a un problème de temporalité et de ressources. On n'a pas les gens pour faire ce qu'il y a à faire. On n'est pas dans le bon tempo habituel. Normalement, il nous faut 9 à 12 mois pour organiser un festival. Et puis là, pour août, on a pris la décision il y a 2 semaines à peu près de ce qu'on allait faire. Puis encore beaucoup d'inconnus. C'est quoi les principaux défis, disons, logistiques, administratifs?
Alors, le premier, c'est de comprendre les ordonnances Covid, de savoir à peu près qu'est-ce qu'on aura le droit de faire, à quel moment, pourquoi, combien de personnes on peut mettre dans une salle, avec ou sans distance, est-ce qu'on aura le droit de leur servir à boire, est-ce qu'on aura le droit de, est-ce qu'il y aura besoin de passeport Covid, est-ce que les artistes auront besoin de tel ou tel document pour pouvoir venir et tout. Ça, c'est vraiment, ce manque de prévisibilité, c'est vraiment très compliqué pour nous. On vit déjà dans un monde qui est compliqué en temps normal, administrativement parlant. Enfin, organiser un festival, c'est une montagne de paperasse inimaginable. Et puis là, de rajouter toute cette paperasse qui ne fait que de changer toutes les semaines, c'est vraiment, vraiment compliqué. Le principal, c'est de plus avoir de distance entre les sièges, entre les spectateurs dans les concerts intérieurs. Mais voilà, en intérieur, normalement, c'est un siège sur 2 ou 2/3 de capacité, ce qui est très compliqué pour nous à rentabiliser, en fait. Une salle de 300 places où il y en a que 150, c'est très très difficile d'atteindre l'équilibre budgétaire avec ça. Maintenant, notre mission, c'est d'organiser des concerts ici à QI, et puis on va répondre à cette mission dans ces clous qui arrêtent pas de bouger, quoi. Du coup, le QI Jazz Festival se base sur les assouplissements qui sont normalement prévus par le Conseil fédéral pour le 20 août. Alors ça sera le jour de l'ouverture du festival, mais si tout se passe bien, les restrictions de capacité de place assise des salles devraient être levées. Et du coup, est-ce que vous prévoyez des plans A, B, C en fonction des décisions ? Comment vous vous organisez ? Alors, depuis le mois d'avril 2020, on a des tiroirs, des armoires remplies de scénarios alternatifs et de plans de toutes sortes pour faire plein de festivals possibles en fonction de ce cadre qui n'a pas arrêté de changer. Donc là, on est parti sur une mouture de festival, comme je dis, très 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 réduit, qui devrait normalement, quoi qu'il se passe, pouvoir se passer. Mais donc, on n'a pas un plan qui est évolutif. On veut rester au niveau qu'on a défini. Puis si l'État autorise plus, on va quand même rester là à ce qu'on a prévu. Cette fluctuation constante, c'est aussi difficile à gérer mentalement. Parce qu'on a perdu une espèce de capacité à prendre des décisions. Parce qu'on se dit toujours, mais si on attend la semaine prochaine, peut-être qu'on aura des meilleures conditions. Et du coup, c'est notre job, c'est de prendre des décisions 9 mois, 12 mois, 18 mois à l'avance. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas. C'est ça qui est le plus difficile à gérer, c'est l'incertitude. Ouais, c'est exactement ça. Et on a peur. On a peur du changement de cadre, on a peur de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu, on a peur de se refaire annuler, ou bien de perdre de l'argent, ou bien de couler le festival si on fait de mauvais choix au mauvais moment. Et on est devenu effectivement un peu frileux et on n'est plus aussi entreprenant et courageux qu'on devrait l'être quand on veut organiser un festival de l'ampleur du QI Jazz. Notre mission, elle est tout ce qu'il faut pas faire en cas de pandémie. Je veux dire, notre métier, c'est de rassembler des gens et puis de les mettre tous au même endroit et puis faire qu'ils restent ensemble pendant un long moment. Dans un espace fermé. Dans un espace fermé, avec de l'alcool pour être sûr qu'ils oublient toutes les règles sanitaires. Puis, je veux dire, il peut pas y avoir pire, quoi. Donc, voilà, on sait que c'est en totale contradiction avec les besoins sanitaires, mais on va quand même essayer de trouver un cadre pour faire travailler tant les artistes que les personnels techniques, tout le monde qui tourne autour, tous les gens qu'on engage pour faire fonctionner un festival, quoi. Alors justement, au sujet des artistes, le QI Jazz a décidé de se limiter à des musiciens de Suisse ou d'Europe de l'Ouest pour éviter trop de tracasseries administratives. Mais il n'y a pas que les festivals, que les organisateurs professionnels connus ou moins connus qui sont dans la galère. Il y a aussi toutes celles et ceux qui veulent monter à court terme des spectacles, par exemple avec des comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses amateurs. Une des raisons principales, c'est qu'ils ont été longtemps privés de répétitions en groupe. Mais il n'y a pas que ça. J'ai trouvé une école de comédie musicale fribourgeoise qui a décidé de se produire quand même en ce tout début d'été. Oui. Vous allez entendre sa directrice dans une petite minute. Elle m'a parlé d'une charge logistique coûteuse en argent et en personnel. Mais avant ça, j'ai encore une petite question prospective à poser à Jean-Yves Cavin du QI Jazz Festival.
Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore difficiles à visualiser ? Déjà, on n'est pas un festival d'été. Donc on a beaucoup de peine à se dire, mais comment est-ce que le public va réagir ? Comment est-ce qu'il va venir ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va se balader dehors ? Est-ce qu'il va accepter de venir à l'intérieur écouter des concerts ou pas ? C'est mars-avril, normalement. Voilà, ouais, c'est mars-avril. Et là, c'est une évidence qu'on fait des concerts en intérieur, quoi. Ouais. L'autre aussi grande question, c'est que normalement, le QI Jazz, c'est un festival avec 3 salles payantes où la capacité est maîtrisée et tout le reste, c'est de l'espace public ou bien des caveaux où les gens vont et viennent comme ils veulent. Comment est-ce qu'on compte ces gens ? Comment est-ce qu'on les gère ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'ils viennent ? Est-ce qu'ils se baladent ? Est-ce que c'est notre responsabilité ou pas ? Est-ce que comme ils sont sur l'espace public, c'est pas vraiment nous, mais c'est quand même nous qui créons l'événement qui va les faire venir. Donc il y a vraiment la question de quelles personnes viennent faire quoi et sous la responsabilité de qui elles sont au niveau des mesures sanitaires à appliquer. Et pour nous, ça c'est encore très 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 flou et je pense que ça sera flou encore un moment. Après, on remarque aussi dans le milieu culturel, quand je discute avec d'autres programmateurs, avec des salles et tout, que les gens sont devenus un petit peu pantouflards avec la pandémie et qu'il faut un peu les retirer hors de chez eux, les faire sortir de leur canapé, de leurs habitudes. Le public donc. Ouais, le public pour qu'ils reprennent goût à cette vie qui est en train de revenir mais qui est pas encore là, quoi. Merci Jean-Yves Cavin. Alors, je lui ai écrit un petit message juste après les assouplissements annoncés par Alain Berset mercredi. Il m'a dit que le QI Jazz ne changeait pas ses plans, mais qu'une lecture approfondie de l'ordonnance Covid s'imposait tout de même. Bon, et puis il faut dire que l'équipe du QI Jazz travaille déjà en parallèle sur l'édition 2022 du festival pour avril prochain. Et ça en rajoute forcément une couche au casse-tête. En temps normal, en tout cas, une édition du QI Jazz, c'est 70 000 personnes sur une semaine, alors que la version prévue en août devrait, si tout se passe bien, en compter 5 à 10 000 sur la même durée. Et puis, avec ces nouvelles mesures, les spectacles amateurs ont le champ un petit peu plus libre aussi. Depuis ce week-end, c'est à nouveau possible pour les chorales de se produire à l'intérieur, par exemple. L'école de comédie musicale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle dirigée par Jenny Laurent, qui est musicienne professionnelle, mais qui met en scène 2 groupes de 25-30 adultes amateurs. Ils vont enfin pouvoir se produire dans les jours à venir, à Rue, dans la Glane, devant un public réduit. Et en fait, pour y arriver, pour obtenir les autorisations nécessaires, il a fallu s'adapter en termes de logistique, de ressources humaines, dans la mesure des moyens financiers à disposition, qui sont pas toujours très élevés. Donc au début on s'est dit on va faire des partiels, puis on s'est vite rendu compte aussi par la location des salles et tout que ça commençait à venir, ça rentrait plus dans le budget à pas pouvoir faire tout. Donc on a décidé de laisser tomber les répétitions en présentiel et on a monté des répétitions par Zoom et on a commencé à pouvoir répéter ensemble début juin. Nous ce qu'on veut faire c'est faire un bar aussi parce qu'on est en autoproduction donc on n'a pas de soutien. Donc c'est aussi là qu'on fait aussi un peu notre beurre dans les spectacles pour pouvoir continuer à avoir des décors, à avoir un son professionnel et tout ça. Et puis donc la patente, ils nous ont délivré la patente, mais ça veut dire qu'on doit servir à table. Donc là, on doit commencer à faire les normes comme dans les restaurants. Des barrières pour que les gens ne dépassent pas les 1,50 m parce que c'est des tables de 10 normalement. Donc on met des chaises entre deux, on fait des croix. On devra aussi tout flécher dans la salle, voilà. Puis ça, on fait tout faire par des bénévoles, tout entre nous pour que tout roule, aussi la billetterie. Je pense au lieu d'avoir 3-4 bénévoles, on doit être 10-15 bénévoles pour que les normes soient respectées, qu'il y ait des gens qui viennent servir à table. C'est toujours une grosse organisation quand même de faire ça. Une grosse organisation. Et ça sera le cas pour chaque concert, chaque spectacle ces prochains temps. Là, on vous a donné 2 exemples très différents, mais chaque organisateur aura bien sûr ses propres contraintes, ses propres défis par rapport à la jauge de visiteurs ou au certificat Covid, par exemple. Bon, sinon le point J, c'est tous les jours du lundi au jeudi sur votre plateforme de streaming audio préférée. Vous y retrouvez tous nos épisodes. Cette semaine, on a notamment parlé de la nouvelle loi qui vise la communauté homosexuelle en Hongrie, de la reconnaissance faciale qui prend toujours plus de place dans nos quotidiens, mais aussi d'un vampire suceur d'énergie, le Covid long. Allez, à bientôt. Et le point J, c'est aussi tous les vendredis dans ce journal. On prend des nouvelles du ciel.
Un ciel de plus en plus bleu cet après-midi. Le temps sera globalement bien ensoleillé. Il fera entre 23 et 25 degrés. Demain, retour d'un temps estival. Le soleil brillera presque partout. Seules les Alpes verront passer quelques cumulus, mais aucune pluie n'est annoncée. 10 degrés à l'aube, 25 dans l'après-midi. Pas de changement pour dimanche. Il fera toujours beau et chaud, mais le risque orageux sera en augmentation, surtout en montagne, jusqu'à 27 degrés. La météo avec Devillard, votre partenaire du copieur à la gestion électronique de documents, devillard.ch. Infotrafic RTS. Un bouchon est signalé au tunnel du Gothard en direction du Tessin. Il y a actuellement 3 quarts d'heure d'attente. Fin de ce 12h30, Josiane Perret est à l'édition, David Chaput et Fabrice Araldi en régie. Ce week-end, c'est Coralie Claude qui vous présentera ce journal. Je vous le souhaite doux et reposant. Bonne fin de semaine, bonne journée. Place au journal de Didier Duployer. Il est 13h sur la première.